Eh ben, alors on continue. Ah ouais, non, mais c'est extraordinaire. Euh, que je ne dise pas de bêtises. Alors, il y a une expérience que tu as pu mettre concernant la résonance Schumann. Là aussi, je trouve l'image très très belle. C'est encore une fois à Taïwan. Euh, L'étude avait été effectuée, je crois, en tout cas, les mesures ont été effectuées par deux centres. Un en Alaska, me semble-t-il, et puis un autre dans un autre pays du Nord, je ne sais plus lequel. Et sur finalement ce que sont les phénomènes des orages. Il y a donc à Taïwan, que je ne sais pas de bêtises, voilà. Alors, on a relevé au-dessus des nuages, je précise bien, au-dessus des nuages, des colonnes lumineuses, inédites. Écoutez bien, hautes de 90 km, pour 40 km de diamètre, et qui filent vers l'espace. Si on peut pas dire que la Terre rayonne, là, je sais pas ce que c'est. Hein. Ben oui. Et on peut effectivement du coup se dire que il y a des signaux radio que balance la planète, comme il y a des signaux radio qu'on capte depuis Jupiter et ainsi de suite. Donc on est avec une musique des sphères, on est en tout cas avec des globes, des objets célestes qui passent leur temps à échanger des impulsions électromagnétiques. La Terre, alors je le dis clairement parce que c'est vrai qu'il est un peu tard et que j'ai du mal à formuler mes questions, mes réflexions. La Terre produit jusqu'à 300 éclairs secondes. Mm. Oui, tout à fait, oui. C'est gigantesque. Je pensais pas que l'activité pouvait être aussi intense. Bah oui, voilà, faut se voir un peu, faut prendre un peu de recul, se mettre dans l'espace en train de flotter. Il faut voir la planète Terre comme un globe avec des nuages, et puis il y a des petites décharges lumineuses à droite et à gauche, 300 fois par seconde. Et ce système-là est aussi un système de régulation. C'est-à-dire que ce système-là apporte de l'énergie qui vient entretenir la résonance Schumann. Ça déjà, c'est un des trucs qui a été mis en évidence. Et cette activité-là, peut-être que c'est l'activité de Gaïa et du cerveau noosphère. Ouais, mais carrément, moi je te suis là-dessus, y a pas de souci, hein, c'est clair. Parce que si c'est 300 éclairs secondes, on est sur un truc à 300 Hz, quoi. Jacques Dee, sino-américain de l'US Navy, diplômé de physique atmosphérique. En 1990, il arrive à prévoir les tremblements de terre avec le récepteur ULF. Alors là aussi, qu'est-ce que j'ai marqué? ULF, ça veut dire Ultra Low Frequency, c'est-à-dire c'est des trucs inférieurs à 1 Hz. Et alors là aussi, on y revient encore une fois, on parlait du réseau Hartmann tout à l'heure. Il arrive à prévoir les tremblements de terre, justement, à travers ce récepteur ULF, via des signaux qui seraient dus aux infiltrations d'eau dans le sol. On y revient. C'est-à-dire que lui, en fait, avec son antenne qui capte des signaux ultra basse fréquence, donc qui sont très très lents, c'est-à-dire que par exemple un signal qui a 1 Hz, c'est comme s'il y avait un pic par seconde. Si c'est à 0,5 Hz ou même 0,1 Hz, il faut attendre 10 secondes avant qu'il y ait un pic. C'est vraiment des trucs ultra lents. Et donc lui, avec son antenne, orientée sur le champ magnétique terrestre, donc il a mis en évidence que dans certaines gammes de fréquences extrêmement basses, avant un séisme, il y avait des parasites radio qu'on pouvait entendre. Et bien sûr, la densité des parasites augmente avec le moment où le séisme se rapproche. Voilà. C'est ça, lui, qui l'a mis en évidence, un système d'antenne, sauf qu'il est allé écouter une certaine activité électromagnétique de la Terre ou du sol qui n'avait pas été écoutée jusqu'ici. Et déjà en 1990. Oui, Alors oui, tout à fait. Ouais. parce que bon, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui 2012, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment concrètement prévoir les tremblements de terre à l'avance. Comment se fait-il qu'on soit encore avec, par exemple, suite au tsunami en Indonésie, de mettre des balises dans l'océan pour prévoir les populations, alors qu'apparemment, depuis 1990, il existe un récepteur qui permettrait de savoir plus ou moins longtemps à l'avance où agirait le point focal d'un séisme. Voilà, j'ai oublié le nom, mais bref. L'épicentre. Donc, question. Non, mais effectivement, non, mais c'est toujours pareil, c'est une question légitime, quoi, de bon étonnement.
Il y aurait beaucoup de choses à faire parce que j'ai fait pas mal d'articles justement sur sur la prévision des séismes et notamment via le fait d'envisager l'approche électromagnétique par rapport à ça. Je pense que si on mettait beaucoup de moyens pour capter ces signaux très basse fréquence de la Terre, on pourrait effectivement être en mesure de mettre en évidence, de détecter des choses avant qu'elles surviennent. Il est très probable, et je vous dirai pourquoi après, que ça soit possible, qu'on en soit déjà en mesure de faire ça. Après, c'est pas forcément pour autant qu'on va choisir de diffuser l'information ou non. Concernant le tsunami, ou en tout cas le séisme en Indonésie, je parle pas du japonais, je parle de l'Indonésie, là, de 2004, il y a un truc qui m'avait halluciné. J'ai fait un long article là-dessus pour Effervescience. Il y a eu une conférence de presse 3 jours avant, faite par des géologues en Inde, qui ont dit, donc eux, ils ont une approche védique, ils se sont appuyés sur des textes védiques d'astronomie, d'astrologie, qui insistent sur le fait que, en fonction de certaines configurations et alignements planétaires, ça fabrique des périodes sensibles d'un point de vue séisme. Et donc eux, ils ont croisé ces infos-là avec des moulinages en termes de trucs mathématiques, d'ordinateur quoi. Ils ont fait tourner un modèle informatique. Et donc ils font une conférence de presse en disant là, on va avoir dans 3 jours des alignements de dingue en termes de planètes. Et par rapport à ces alignements de dingue, en termes de force gravitationnelle, ça va exercer des tensions antagonistes au niveau de la Terre. Et donc du coup, on va avoir des zones sensibles, des épicentres éventuels qui se répartissent sur le pourtour de la planète selon des règles géométriques liées au diamètre de la planète, à ses rayons, à ci, à ça. Et donc ils ont fait une liste, tous les 700 km à peu près, de points éventuellement chauds, qui étaient des zones plus vulnérables que d'autres par rapport au tiraillement qu'allait s'exercer sur la Terre, sur la base des forces gravitationnelles. Donc on est sur cette fameuse 4e force qui n'est pas encore reliée avec l'électromagnétisme, mais qui est une force fondamentale et qui est à mon avis celle qu'on va apprendre à maîtriser avec les années avec le 21e siècle. Donc ils font leur conférence de presse et ils listent différents points, et un des points était à 2 km près l'épicentre de ce qui s'est passé et qui a été à l'origine du tsunami Indonésie et Thaïlande. Et c'était 3 jours plus tôt. C'est-à-dire moi, j'ai vu passer l'info, j'ai halluciné, j'ai vérifié, et effectivement, il y a bien un communiqué de presse, une conférence de presse qui a eu lieu 3 jours avant l'annonce du séisme fait par ces géologues. Bon, j'ai réussi un peu à rentrer en contact avec eux, mais bon, ils n'étaient pas forcément super connectés à Internet à l'époque, en 2007. Je dois retourner les voir un de ces 4 quand j'irai en Inde. Mais c'est possible. C'est possible, et eux, ils sont sur une autre approche que certains modèles mathématiques ou numériques, voilà, qui peuvent être utilisés dans les états-majors américains ou russes. Ouais. La force gravitationnelle donc des astres de notre système solaire et les interactions que les uns et les autres... Et le phénomène est connu rien que pour la Lune. C'est-à-dire que on sait que la Lune peut faire office d'allumette sismique. C'est l'expression employée par les spécialistes. La Lune est suffisante pour être allumette sismique par rapport à des zones à la limite d'être en situation de séisme. Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais. Est-ce que tu sais si on est en ce jour la pleine lune? Ça serait demain soir, semble-t-il, puisque c'est l'histoire du Vésac. Exactement. Et donc l'histoire du Vésac, c'est le moment où la lune se trouve le plus près de la Terre. Ah, intéressant. Et c'est pour ça qu'elle peut paraître déjà plus grosse. Et en même temps, donc, dans cette histoire du Vésac, il y a à certains endroits spécifiques du globe des marées, si on peut dire ça comme ça, donc où l'eau des fleuves reflue en amont. Ah oui, comme par exemple le Carmaré ou le machin comme ça à Bordeaux, où on fait du surf en remontant la rivière. Exactement. Ouais. Ce qui a lieu aussi en Amérique du Sud. Je ne sais pas si c'est l'Amazonie. Je pense pas, je suis pas sûr. Mais je sais que ça a lieu aussi dans différents endroits du globe comme ça. Enfin donc une date très importante. Très particulière, oui. Très particulière. Voilà, c'était une parenthèse, donc peut-être qu'on verra d'ici quelques jours. On verra demain. On verra. Ouais. Parce que l'émission va être diffusée le jour du Vésac. Hein. En plus, ouais.
On continue parce que dans cette histoire, on a parlé des orages. Et il est vrai que les animaux ont une particularité, eux ils le savent, même si nous on a peut-être, même si on est des, des- des corps qui devraient être connectés à ces énergies naturelles, les animaux, eux, instinctivement le savent. Boire de l'eau de pluie ou qui est suite à un orage, c'est bon pour eux. Mhm. Ils y vont spontanément. On a eu l'occasion de faire des expériences avec une eau de pluie tirée d'un orage et puis une eau standard classique. Ils se dirigent automatiquement vers l'eau provenant d'un orage. Et puis en même temps de savoir qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que sont les orages et qu'est-ce qu'ils produisent dans la ionosphère, dans l'atmosphère. Je te pose la question. Ils font des éclairs, 300 éclairs par seconde. Qu'est-ce que ça produit? Non, mais c'est ça. Ben, déjà, il faut avoir un truc. C'est vrai que sur l'écologie, ou en tout cas l'électrométéorologie de l'atmosphère terrestre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bon, on a donc des charges en suspension, des charges électriques positives, négatives. Donc on a des nuages. Les nuages, ce sont des molécules d'eau qui s'agrègent par force électrostatique autour de particules, enfin de poussière en suspension dans l'air. Ce qu'il y a, c'est que pour des raisons enfin, X ou Y, différentes raisons, on va avoir des charges électriques différentes, positives, négatives, au sein d'un même nuage, quoi. C'est-à-dire plus il y a d'eau qui s'accumule, plus on va avoir ce qui est en haut du nuage, donc le plus près de l'espace, qui se prend un max de rayonnement solaire et ça électrise d'une certaine façon. Et ceux qui sont plus proches de la Terre, comme ils s'en prennent moins, c'est pas qu'ils sont électrisés différemment, c'est juste que eux sont moins électrisés. Et donc ça crée une différence de potentiel. Et du coup, à un moment, il y a tellement de différence de potentiel que ça claque, quoi. Et ça fait un orage. Et éventuellement, ça fait de la pluie. Donc, l'idée à avoir en tête, c'est que l'air, ce sont des charges électriques en suspension, des molécules gazeuses, ionisées, positives, négatives, qui cohabitent. Ça veut dire que, par exemple, le vent, si on a des masses d'air en déplacement, ce sont des courants électriques. Ce sont des courants de charge électrique qui se déplacent. Donc effectivement, du coup, chaque vent a sa propre identité électrique. Donc après, ça c'est intéressant par rapport à ce qu'on peut dire sur certains vents qui rendent fous, certains vents qui font ci, certains vents qui font ça. Voilà ce qui peut se passer dans ces trucs-là. Et donc du coup, l'eau qui tombe suite à un orage, c'est sûr que c'est une eau qui a été dynamisée différemment qu'une eau de base, quoi. Voilà. Donc ça pourrait aussi expliquer pourquoi on aime sortir après qu'un orage ait éclaté, Oui, qu'on puisse sortir dehors et respirer. Ça a une odeur c'est bien exactement, tout particulière. à fait, ouais. Parce que simplement, déjà, la composition en termes de ions positifs, ions négatifs, la fameuse histoire des ions négatifs, est différente entre l'avant et l'après, quoi. Avant, l'air est saturé de charge électrique et c'est insupportable. Et en tout cas, il y a plein d'effets nocifs sur le fonctionnement du corps. Et après ça, par contre, là, on est beaucoup plus avec une douche de ions négatifs, et les ions négatifs sont plutôt propices à la santé. Et c'est pour ça que tu vas faire un tour du côté d'Auxerre. Alors il y a Exactement. une petite entreprise là-bas qui est très intéressante. Donc là aussi, synchronicité, entre autres, rencontres, tu entends parler d'eux et tu y vas. Exactement. Donc, en picorant des infos, je tombe sur un entrefilet, ça tombe pile poil avec, ça faisait le lien par rapport à différentes choses. Là, toujours pareil, la lumière, les orages, l'eau, tiens, c'est intéressant. Et donc, je vais à Aquaprima faire comme avec ma séance d'acupuncture, me faire un petit bain d'eau d'orage, puisque donc le principe d'Aquaprima, c'est d'être un lieu où il y a de l'eau dynamisée avec des flashs lumineux. Elle est dynamisée à base de flashs lumineux, c'est pas des aimants, c'est pas des vortex, c'est pas des machins, c'est des flashs lumineux qui sont sur une certaine fréquence et une certaine puissance, et donc et on se prend un bain d'une heure dans une eau d'orage, et cette eau d'orage, c'est vrai qu'elle a des propriétés, enfin, ce qui est intéressant, c'est de le ressentir, quoi. C'est-à-dire qu'on se baigne dans une eau où on sent qu'il se passe des trucs par rapport à notre peau, on sent qu'il se passe des trucs par rapport à la façon dont elle va pénétrer notre corps. Elle a des... Bon, les spécialistes de l'eau, je pense à Yann Olivo par exemple, ou à d'autres qui sont donc... éventuellement Marc-Henri aussi, qui est prof de chimie à la fac de Strasbourg. L'eau a plusieurs propriétés électrochimiques qui font que ça, si on utilise ces paramètres-là, ça permet de qualifier, ou en tout cas d'identifier
comment une eau va être dynamisée ou électrisée ou magnétisée. Donc il y a les notions de résistance, de tension superficielle de l'eau, enfin voilà, il y a différents paramètres physico-chimiques ou électrochimiques qui traduisent la façon dont elle peut être dynamisée. Et du coup, bon, j'ai pas les données pour l'eau d'Aquaprima sur Auxerre, mais ils avaient fait à l'époque, enfin il y a une dizaine d'années, 15 ans, ils avaient fait pas mal de tests qui venaient confirmer le fait que leur eau était très particulière dans la façon dont elle était dynamisée. Et voilà, donc c'est ainsi que, faire de l'eau, enfin faire un bain Aquaprima, bah, d'ailleurs, de toute façon, le chapitre sur l'eau, je l'ai écrit dans les 2 mois qu'on suivit. Il s'est écrit tout seul. Tout le chapitre qu'il y a sur l'eau dans l'ouvrage, sur les mémoires de l'eau, c'est un chapitre qui s'est écrit de façon extrêmement fluide par rapport à un certain état d'esprit ou un certain état dans lequel je pouvais être dans les 15 jours, 3 semaines qu'on suivit ce bain. C'est très très intéressant. Et surtout que, bon, il y a eu des périodes où pendant 6 mois j'écrivais pas sur le bouquin, ou alors pendant 15 jours je bossais dessus, puis à nouveau pendant 3 mois ça avançait pas, parce que soit j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose, soit parce que j'avais d'autres trucs à faire, et puis surtout je restais dans ma page blanche et ça sortait pas, quoi. Donc voilà, ce sont les affres de l'écrivain. Marcel Violet vient dans la foulée, où tu l'avais déjà sous le coude, si on peut dire, puisque tu nous parles de cette fluidité. Marcel Violet en fait partie. 1940, lui est ingénieur des arts et des lettres. Il est incontournable sur l'idée de l'odorage, puisque c'est lui qui fait des expériences en comparative avec des animaux, empiriques mais comparatives néanmoins, avec des animaux en leur faisant boire de l'odorage en voyant ce qui se passe. Et après, lui se retrouve à inventer un dispositif à base un petit peu électronique, mais qui permet de dynamiser l'eau et de lui faire retrouver des propriétés d'odorage. Voilà. Le bio-oscillateur. C'est ça, ouais. Bon, après, ce qui se passe, c'est que le procédé Violet, c'est en fait un procédé de quelqu'un qui s'appelle Stanislas Bignan, qui a été un peu un oublié de l'histoire, mais qui était, grosso modo, c'est Violet qu'on voyait, c'est Bignan qui bossait dans la cave, quoi. Voilà, hein, c'est un peu l'idée. Son nègre. Voilà. Marcel Violet, je dis ça de mémoire, et tu le précises dans le bouquin, il est relativement âgé, il tombe malade, et il décide de lui-même ingérer cet odorage. C'est ça, il se soigne en prenant le parti de ne boire que ça, et il se remet. C'est énorme là pour le coup. C'est un test expérimental, ouais. Ouais. On va dire qu'il avait plus rien à perdre. J'aimerais bien essayer de retrouver... Voilà, c'est ça. Donc il dit que cette eau est dynamisée par le bio-oscillateur et elle devient extrêmement bénéfique pour le vivant à l'image de cette fameuse eau d'orage. Pour vérifier la qualité de son eau et ses conséquences à long terme, Violet en donne à boire à 7 générations de cobayes. Résultat, écoutez bien. Longévité accrue, système immunitaire renforcé, aucune contre-indication repérée. D'autres tests menés avec du bétail, agneaux, vaches laitières, etc. et des cultures confirment ces effets. À chaque fois, la croissance est améliorée. La quantité et la qualité de la production augmentent. En 1942, donc à l'heure âgée de 56 ans, Violet est victime d'un infarctus. Selon le médecin, ses jours sont comptés. Il n'a plus rien à perdre. Il décide de boire 1 litre d'eau électro-vibrée par jour. En 4 mois, c'était la guérison complète, écrit-il en 1961. D'autre part, j'ai pu constater que j'ai pratiquement cessé de vieillir depuis que j'ai commencé à prendre régulièrement de l'eau traitée. Je ne sais plus ce que c'est que la fatigue physique ou cérébrale et un test a montré que lorsque j'avais 75 ans, mes réflexes visuels et auditifs me classaient dans une catégorie de gens de 20 ans. Ouais, il écrit ça dans Le Secret des Patriarches, ouais, en 64. C'est énorme que tu aies réussi à trouver ces propos, je trouve excellent. Et en même temps, puisque tu parles d'Aquaprima, qui donc propose ces bains d'orage, il propose aussi de vendre ce dispositif dans des jarres en grès. Ouais, dans des cruches, ouais. Dans les cruches, en grès, ouais. Mais c'est effectivement, on est plusieurs à en disposer, on est plusieurs à en être très satisfaits, ouais. T'en fais partie. Ouais. Je devrais peut-être aussi, moi, vu le train de vie que j'ai, m'en prendre une. Ça me devrait faire du bien. Donc forcément, on parle de l'affaire Benveniste, incontournable. Oui, surtout que j'avais eu la chance de le rencontrer en 2000, et c'était le moment où il communiquait sur la notion de biologie numérique. Donc on n'est plus simplement sur la mémoire de l'eau, on est plutôt sur la mise en application de ces découvertes pour en faire un nouveau champ de recherche ou une nouvelle discipline. Donc la biologie numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait
se dispenser des principes actifs moléculaires pour garder le signal. Et on informe l'eau avec ces signaux qui correspondent à des antibiotiques, qui correspondent à des médicaments, qui correspondent à des virus, qui correspondent à ci, qui correspondent à ça. Et cette eau, en l'absence de la cellule ou de la molécule en question, transporte le signal. Voilà. Et donc il me raconte tout ça dans cette interview qu'on avait eue ensemble, enfin que j'ai eu la chance de faire au Calme en 2000 à Sciences Frontières. Mais moi, ce qui est surtout important, ce qui me semble important à savoir concernant Benveniste, et la question de la mémoire de l'eau, c'est des rappels un peu de principes scientifiques ou méthodologiques. Premièrement, en termes d'histoire scientifique, en fait, ce que la plupart d'entre nous ignorent, c'est que la mémoire de l'eau était enseignée à la fac dans les années 50. Elle n'était pas enseignée sous ce mot-là, mais les principes physiques ou chimiques correspondant à la mémoire de l'eau étaient enseignés, puisque on expliquait, voilà, l'eau, si on la traite de telle façon, on va avoir tel effet. Voilà, il y avait des choses comme ça qui étaient transmises à la fac dans les années 50. C'est Jean-Marie Danse qui m'avait fait passer l'information quand je l'avais rencontré dans les années 2002-2003. J'avais passé une journée avec eux très 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 riche et instructive. Autre chose, on a cloué au pilori Benveniste. Avant tout, je pense, pour des questions de personnalité et d'attitude qu'il pouvait avoir un peu exécrable envers les gens. Mais il y a 11 labos de recherche qui ont signé son article sur la mémoire de l'eau en 89. C'est-à-dire, on a focalisé sur quelqu'un, mais il y avait 11 labos d'autres universités à travers le monde qui ont co-signé l'article. Donc ce n'est pas une découverte scientifique d'un mec seul qui délire et qui raconte n'importe quoi. Ou alors c'est une conspiration qui associe 7 ou 8 universités différentes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que donc on l'a traité comme un bouc émissaire, alors qu'en fait c'est une découverte collective. C'est un travail collectif qui a été mené et qui était via le nombre d'auteurs qu'il y a dans son article. Voilà ce qu'on peut dire sur cette époque-là des années 89-95. Bon, depuis, là, j'évoque les travaux des années 2003 par exemple, hein, dans le bouquin, mais voilà, la mémoire de l'eau, elle a déjà été amplement démontrée, amplement répétée. Il y a eu largement d'articles scientifiques qui sont venus le valider, reproduits par plusieurs labos à droite et à gauche. Ça roule, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, donc celui qui est le continuateur des travaux de Benveniste, c'est Montagnier, le prix Nobel. Pour le bouquin, pour l'enquête qu'on a fait avec Jean-Yves Billien sur l'électrosensibilité, on a eu la chance de le rencontrer. On a eu un entretien très complet avec lui là-dessus, où voilà, lui aussi, non seulement il valide et il confirme les travaux de Benveniste, mais il est surtout allé plus loin en réussissant à manager ou à maîtriser certains paramètres qui posaient souci à Benveniste à l'époque. Comme quoi ? Le fait que, en fonction de la personne qui faisait les manips, le résultat se faisait ou pas. Et en fait, c'est lié à un problème d'interférence basse fréquence qui est rayonné par les personnes. Et donc, ils ont fait un filtre électronique sur les systèmes qu'utilise Montagnier, qui permet de ne plus être confronté à ce type de problème ou à cette variabilité individuelle. L'eau est sensible. Voici ce qu'il dit lors de l'interview que tu as eue avec lui en 2000. Ce que l'on a découvert, c'est que les molécules de nos cellules communiquent par une co-résonance de faisceaux hertziens dus à leurs vibrations. Ces vibrations engendrent des ondes de basse fréquence, encore une fois, dans la bande audio entre 20 Hz et 20 kHz. Question, vous voulez dire que les molécules se parlent de la même façon que nous parlons en ce moment ? Réponse, oui, dans la même bande passante que les sons que nous entendons. Celles que les hommes ont appris depuis peu à numériser et à mettre sur ordinateur, sauvegarder, éditer et transmettre à grande distance, notamment par Internet. Ce qui fait que nous pouvons enregistrer et reproduire l'activité de n'importe quel médicament ou substance biologique. On fait jouer ce signal à un organe ou à une cellule sensible. Et à l'autre bout de la Terre, l'organe, la cellule, la molécule croit entendre la molécule d'origine. Avec cette méthode assez simple, je peux en théorie détecter par téléphone un OGM dans l'assiette du consommateur. Fin de citation. Les conséquences d'une telle biologie hertzienne dépassent la simple télédétection à Paris d'un bacille situé en Nouvelle-Zélande ou dans une station orbitale, ou encore l'archivage sur DVD et ROM de prélèvements sanguins analysés dans 20 ans. Imaginez mieux, par exemple, une bibliothèque de substances numérisées accessibles par Internet
offrant, qui sait un jour, le téléchargement gratuit de compléments alimentaires, d'antivirus et de molécules génériques. Une véritable trousse d'urgence labellisée OMS, consultable par téléphone mobile. De quoi révolutionner le rapport de force pharmaceutique. On peut rêver. Les implications sont tellement gigantesques que là tu nous donnes un petit aperçu avec cet exemple que tu nous cites, mais c'est tellement loin encore de notre réalité. Et c'est pour ça que ton livre nous amène vraiment à entrevoir, voir vraiment large, grand, de prendre du recul, de pouvoir envisager vraiment la vie autrement. Il est clair que là tu viens nous en parler et que tu as eu l'occasion de méditer dessus. Hein. Donc ça change vraiment la donne des choses. Alors l'eau, une disquette, pourquoi pas? Et on peut aussi parler bien entendu des motos et de ces cristaux. Un petit mot, puisqu'il est quand même relativement connu, de toi, du regard que tu en as en tant que journaliste scientifique. Eh bien, c'est intéressant parce que c'est vrai que pour moi, il me semblait incontournable et indispensable de parler de lui. Simultanément, au niveau de la communauté scientifique, ces recherches ne sont pas vraiment validées. Et pas pour les raisons qu'on pourrait croire. C'est simplement parce qu'en fait, c'est pas de la science, c'est de l'art. Je vais vous dire la raison pour laquelle on peut résumer le truc ainsi. C'est que, ok, il a un protocole, il prend des échantillons d'eau qui ont été exposés à différentes forces, le soleil, une prière, une musique, un machin, et il les congèle, il les ventile dans des éprouvettes, il les congèle, et après il les laisse décongeler. Et après il nous montre des photos. Mais cette photo, c'est une photo parmi 50 échantillons qu'on décongelé. Et c'est une photo qui correspond à un instant de décongélation. C'est-à-dire que donc, il fait un choix dans ce qu'il nous fait passer. Il fait un vrai choix, une sélection des images et des informations. Et cette sélection fait que on n'est pas dans une démarche scientifique, on est plutôt dans une démarche de sélection. Parce qu'il peut y avoir 50 autres images à côté qui ne valident pas ce qu'il nous affirme. Et c'est ça qui pose problème, et qui est donc éventuellement un biais quand on se drape dans une approche scientifique. Par contre, si on est en train de proposer du sensible, de l'art, une image parlante, symbolique, là, ça va, c'est supportable, acceptable. Donc voilà, donc c'est juste, il y a quelque chose, là, il faut avoir en tête que la démarche des motos, toute respectable et honnête qu'elle soit, s'écarte d'une démarche scientifique par rapport à la façon dont il choisit de porter l'attention ou la lumière sur quelque chose qui n'est peut-être que marginal dans ce qu'il a fait. C'est juste qu'il faut le savoir. Voilà. On va parler de la chromothérapie. Mais sa proposition est très intéressante et plausible et valide, et ainsi de suite, hein, bien entendu. Alors, peut-être qu'avant de parler de la... Chromato. Ouais, je réfléchis parce qu'il me semblait qu'à un moment donné, tu avais recontacté... Non, c'est même pas que tu l'avais recontacté, mais je crois que c'est ce que tu avais dit. L'acupuncteur, comment s'appelait-il déjà? Vinlou? Oui. Ouais. Concernant l'eau. Alors, où est-ce que j'ai pu mettre... Alors, je sais que c'est vers la fin du bouquin, où tu retournes vers lui pour avoir un peu son avis. Ça reviendra peut-être, c'est pas grave. En tout cas, donc, oui, on va parler de la chromothérapie. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait un congrès annuel de la couleur. Tu vois. Et ce congrès annuel de la couleur, tu y as assisté en 2003, et ça a été organisé par le CEREC. Le CEREC qui est la référence, enfin, c'est pas un institut, hein, je crois pas, hein, j'ai pas le... Non, c'est une association. Une association, ouais. Le Centre d'études et de recherche sur l'énergétique et les couleurs. Une association consacrée au développement d'une marque déposée, la chromatothérapie. Chromatothérapie. Oui, merci. Je t'en prie. Et oui, donc ce qui était super intéressant, c'est qu'en l'occurrence, pendant cette année-là, en 2003, c'était la présentation des travaux scientifiques, universitaires, publiés dans des revues à comité de lecture, qui venaient valider quelque chose qui avait été validé empiriquement en clinique, on va dire, par rapport à des résultats, par rapport à ce qui était soigné. Mais là, par contre, ils avaient fait des essais avec des rats, en les exposant, des rats qui souffraient d'une particularité génétique qui les rendait épileptiques.
enfin qui les rendait sensibles au son, ça se traduisait par de l'épilepsie provoquée. Et puis on les soumet à un son, et en réponse ils font une épilepsie. Donc ces rats-là, très particuliers, ont été utilisés comme sujet d'étude en faisant varier un paramètre, ils étaient toujours confrontés à un son, qui avait la même longueur, la même puissance et ainsi de suite, et ils faisaient une crise d'épilepsie en 4 phases, une phase de latence, d'incubation, une phase de crise en tant que telle, ou en tout cas une phase de crise qui monte, une phase paroxystique, et après une phase de repos. Donc en 4 phases à peu près la crise d'épilepsie, donc avec des durées standards et ainsi de suite. Donc du coup, on fait varier un paramètre, c'est le fait de les exposer pendant 40 secondes à une lumière avant, quoi, à une couleur. Donc il y a 6 couleurs possibles, du vert, de l'orange, du bleu, du violet, machin. Et on les expose à une couleur donnée avant de leur soumettre le stress sonore qui va provoquer la crise d'épilepsie. Donc je vous passe les couleurs concernées. Mais ce qui ressort de cette étude, et c'est incroyable et en même temps superbement important, c'est qu'il y a une couleur qui a un effet qui améliore les différents paramètres identifiés, les différentes phases de la crise d'épilepsie, qui les améliore au niveau des meilleurs antiépileptiques du marché, d'un point de vue chimique. Hein. Donc il y a un effet préventif équivalent ou meilleur que des médocs en vente. Et il y a une autre couleur, où là par contre c'est pire. C'est pire au sens où même il n'y a pas de phase de repos puisque tous les rats meurent. Donc il suffit d'une différence de 50 secondes d'exposition à une gamme de couleurs, à une énergie, à une force, qui se caractérise, une lumière visible, qui se caractérise par une certaine couleur, pour aggraver ou pas, ou non, la même agression extérieure, la même influence extérieure. D'ailleurs, là on parle des couleurs et ça me ramène en arrière concernant le champ magnétique terrestre. Est-ce qu'on a eu l'occasion d'essayer avec des petits mammifères comme par exemple des rats, de les isoler dans une cage de Faraday et de voir dans quelle mesure ils pouvaient continuer à rester vivants? Ça a été fait, ouais. Ça a été fait. Ben, le fait d'être isolé dans une cage de Faraday, ça les coupe en fait du référentiel champ magnétique terrestre, hein. Et donc ils sont pas super bien et on s'en rend compte par rapport aux taux de globules blancs, par rapport à des trucs comme ça. Il y avait des prises de sang régulières. Voilà, j'ai pas la référence précise en tête, mais c'est le type d'expérience qui avait été faite à l'époque, pareil dans les années 50-60, où parce que ça permettait aussi de checker, ou en tout cas de vérifier ce qu'il en serait quand on enverrait des hommes dans l'espace. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc faut bien avoir en tête que la médecine spatiale est une médecine dont pas mal d'expérimentations portées sur les histoires de champs magnétiques terrestres. On en vient à nos crises d'épilepsie avec les couleurs comme moyen de préventif, voire d'atténuer l'impact de la crise. On trouve l'exemple de Nicole Pagès, ouais. Pagès, c'est la directrice de recherche qui est à l'origine de l'étude que je relatais. Donc c'est une étude qu'elle a faite avec le docteur Agrapar. Le docteur Agrapar, c'est lui qui est à l'origine de la méthode de chromatothérapie. Ouais, donc lui, c'est le spécialiste par rapport à la lumière et à cette façon d'utiliser la lumière pour soigner. Et Nicole Pagès était elle l'universitaire responsable du labo de recherche de la Paillasse qui a fait les études avec les rats. Un grand monsieur, en tout cas, de ce que j'ai pu en lire, ce docteur Agrapar, oui. Neuropsychiatre, acupuncteur, médecin de la région parisienne, également président du CEREC. Donc. Alors, quelles sont un petit peu la synthèse que l'on peut retirer des recherches du docteur Agrapar et puis en même temps du CEREC sur l'influence des couleurs? On va parler peut-être à travers la palette des couleurs, 7 couleurs principales qui pourraient refléter l'arc-en-ciel. 6 couleurs principales, ouais. Lui, il utilise 6 couleurs principales. Il n'y en a pas 7, mais 6. Donc, je sais pas si tu as le tableau sous les yeux. Oui, je l'avais noté, il doit pas être loin là. Donc il y a le rouge, l'orange, le vert, le bleu, le violet, le jaune. Ouais, d'accord. Et donc à chaque couleur correspond une énergie. Donc le froid, le rouge c'est du froid, l'orange c'est la chaleur, le vert c'est l'humidité, le bleu la sécheresse, le violet un vent yin et le jaune un vent yang. C'est-à-dire en fait un vent yin c'est froid plus sécheresse et vent yang c'est chaleur plus humidité. Donc ce qui fait qu'en fait chaque couleur est associée à une information, ou en tout cas correspond à une influence,
Et du coup, cette information reçue par l'organisme va provoquer une réponse adaptative de l'organisme qui renvoie une énergie correspondante. Donc si il reçoit du rouge, donc une information froid, le corps génère de la chaleur. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est les tons chauds, une couleur est chaude ou froide. Par exemple. C'est parce que par la réaction qu'elle produit, mais en tant que tel, le rouge est une couleur froide. Exactement, ouais. Donc inversement pour le bleu, pour le coup. Et donc, au fil de ses investigations, il a développé 3 formes de chromatothérapie. Une exposition directe sur une zone donnée, une exposition avec une lampe torche, pareil, sur une zone donnée. Ça prend, donc c'est l'exposition directe. Une chromatothérapie qui passe par les yeux pour aller travailler sur le système nerveux central. Donc ça, c'est plutôt adapté pour des... essentiellement, pas que, mais essentiellement pour des dépressions, des troubles psychiques. C'est-à-dire qu'on on passe par l'œil pour aller balancer une information colorée directement au système nerveux central pour lui apporter une énergie, lui apporter une information qui va susciter une réponse. Et donc le sortir un peu de son état de blocage, quoi. Et la troisième approche, c'est la chromatoponcture, c'est-à-dire donc là on fait de l'acupuncture avec une fibre optique sur des points d'acupuncture. Mais sans toucher la peau, hein. Sans toucher la peau, ouais, exactement. Et après, parce que ce qui ressort aussi de ces travaux, c'est que nous, de la même façon que nous sommes un composé d'énergie, un agrégat composite d'énergie, nous avons aussi une distribution de l'énergie qui a sa cohérence, et cette cohérence est analogue à celle de l'arc-en-ciel. Donc nous allons tous avoir une couleur dominante, et autour de cette couleur dominante, les autres couleurs se distribuent. Donc certains vont être un peu plus orange, d'autres un peu plus rouge, d'autres un peu plus vert orangé, d'autres etc., etc. Tu lui as demandé pour toi par exemple? Non, j'ai pas fait de séance avec lui. C'était vraiment j'allais le voir uniquement dans un contexte d'interview et pas de séance type. Aborder après la notion du trigramme. Trigramme, 3 énergies, positive, négative et neutre, mais c'est en même temps 3 énergies terrestres et 3 énergies célestes. À quoi sert ce trigramme? Ça a été juste un outil qu'il a employé pour coder et combiner les choses. Dans son approche, quand il a essayé de refonder les choses, donc effectivement, charge positive, charge négative, puis il s'est rendu compte que, mais en fait, il y a donc électrons, protons, ok, mais il y a aussi le neutron en fait. Donc ça veut dire qu'il y a les 3 forces, ou en tout cas qu'il y a la voie du milieu, le 3. Ok, donc et du coup c'est intéressant parce que par rapport aux hexagrammes ou aux trigrammes, donc à ce qui est utilisé dans le Yi par exemple à des fins de divination, lui il l'a utilisé à des fins de combinatoire comme ça quoi, avec donc une barre, 2 barres, 3 barres, et donc ça permet du coup pour chaque couleur, et en tout cas c'est pas chaque couleur, c'est par rapport à chaque rayonnement lumineux qui correspond à une couleur visible, est associé à un niveau d'énergie. Et donc on peut classer les couleurs par niveau d'énergie, les hiérarchiser. Il y a celle qui va être plus énergétique que l'autre, et donc et ça permet de faire comme ça une hiérarchisation. Et à côté de ça, on peut poser les trigrammes qui correspondent à chacune d'entre elles. Et c'est ainsi en jouant avec les trigrammes qu'il s'est rendu compte qu'il y avait de la combinatoire. Voilà. Il a codé les choses. Et dans quelle mesure est-ce que, puisqu'on parle de chromatoponcture, oui, c'est ça. Les résultats, ou dans quelle mesure est-ce que justement il réalise peut-être plus facilement, puisqu'à la base il est acupuncteur, le rééquilibrage ou la réharmonisation du sujet? Est-ce qu'il a justement suffisamment de recul? Est-ce que l'acupuncture seule suffit? Est-ce que la chromatoponcture est un plus? C'est plutôt qu'il y a 3 applications différentes. Chaque technique a sa gamme d'applications en fait. Comme je le disais pour l'approche par les yeux, c'est plutôt adapté aux troubles psychiques, alors que la chromatoponcture va plutôt chercher peut-être à rééquilibrer. La chromato directe, ça va être pour des cas de brûlure, des cas quand on se tord la cheville, de foulure, de choses comme ça, quoi. Voilà. Quand on a buté des trucs sur le corps, quoi. Alors que la chromatoponcture va peut-être être plus adaptée par rapport à des troubles métaboliques, enfin une approche comme l'acupuncture qui vise à résoudre un trouble fonctionnel, mais qui n'est pas forcément apparent.
D'accord. On va aborder quasiment l'un des derniers chapitres du livre à travers les tourbillons. Alors, les tourbillons, les spirales, les maelströms, les vortex, les gyres, que sont ces courants marins tourbillonnaires, les tornades, bien entendu. Comment t'en es arrivé à te diriger vers ce chapitre? Parce que finalement, puisqu'on parle des tourbillons, c'est en filigrane tout au long du livre. C'était pas une évidence. Enfin, c'est pour ça que quand j'ai découvert le chapitre en lui-même, je me dis bah ouais, mais bah ouais. Enfin, ça tombe sous le sens, mais j'y avais pas forcément pensé. Et en même temps, on va parler du sérum de Quinton, et on aurait pu effectivement faire le lien avec l'eau encore une fois, avec ces tourbillons, oui, j'ai plus trop les mots ce soir, mais en tout cas avec l'énergie spécifique qui est amenée à des profondeurs spécifiques en fonction de la surface. Comment est venu donc ce chapitre? À la fois je ne sais plus, et à la fois je voyais pas comment ne pas parler des vortex et des tourbillons. Euh, Parce que c'est comme si, en plus, si vous voulez, par rapport à l'ouvrage, donc je raconte plein de trucs, et en plus, avec ce dernier chapitre, c'est un peu le côté, et en plus, tout ça, ça tourne. Tout ça est en mouvement. Tout ça est dynamique. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur une réalité statique qu'on fige. Le, le cran d'après, c'est de se dire qu'en plus, c'est en mouvement. Ça tourne. Et quand on commence à voir les choses comme ça, avec ce côté c'est en mouvement, ça tourne, ben on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui tournent. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà. Et donc du coup, c'est vrai que donc il y a le mot vortex, qui est un mot qui fait toujours un peu savant fou, quoi, qui est assez rigolo. Alors que ça pourrait ne pas être le cas, mais il n'empêche que voilà, ça nous parle un peu sans doute parce c'est bizarre, ça finit par des X et compagnie. Mais bon, voilà, c'est les tourbillons, c'est la mécanique des fluides, c'est les vortex. Après, donc par exemple, le mot gyre, c'est vraiment un mot qui est spécifique au milieu marin et océanique, alors que ça décrit des vortex océaniques à la surface des océans et ça s'enfonce en profondeur. Alors pour juste illustrer, en 1985, je ne savais même pas que ça pouvait avoir ces proportions-là, puisqu'on parle de gyre avec ces tourbillons marins. Ça au large du Groenland, 1985, une spirale de 50 km de diamètre. C'est gigantesque. 300 mètres de profondeur. Comment est-ce que ça se crée? C'est en fonction des courants et de ces interactions. Il y a ça, et c'est simplement... Enfin, déjà, le phénomène est impressionnant, et après, effectivement, à quoi il est dû? Eh bien, il est dû à la façon dont il y a des flux d'eau, et ces flux d'eau, en s'effondrant, s'enroulent les uns autour des autres, en fait, parce que c'est la force de Coriolis, parce que la Terre, elle tourne, et parce que le système solaire tourne, et parce que la zone de la Voie lactée où se trouve le système solaire est lui-même en train de tourner autour du centre galactique. Donc il y a une espèce comme ça, là à nouveau, d'emboîtement de poupées russes. Et encore, j'ai pas poussé le truc à vérifier d'un point de vue d'extrogir ou lévogir. Si tout ça était dans des mouvements d'enroulement qui étaient cohérents, ou s'il y avait des mouvements qui étaient incohérents dans le mouvement d'ensemble, quoi. J'invite d'ailleurs toute personne à faire passer leur information là-dessus. J'en aurais une là-dessus. C'est, me semble-t-il, à corriger, si je me trompe, c'est que Vénus est la seule planète du système solaire qui tourne dans l'autre sens, c'est ce que Velikovsky nous disait, et puis donc en tout cas ça fait partie des anomalies qu'il a repérées, mais moi ça je l'avais pas, je suis pas allé le vérifier pour l'instant, en croisant des données de la NASA ou d'autres sources. Donc on arrive dans les zones froides, et dans les zones froides l'eau gèle, et donc l'eau gèle, ça fait de l'eau douce, et donc il y a une eau qui est très salée, et l'eau très salée elle coule. Tu fais référence par exemple au Gulf Stream et la manière dont la salinité de l'eau de mer peut ou pas créer... Ça modifie sa densité, et comme ça modifie sa densité, ça la fait chuter, et c'est comme ça du coup qu'il y a ce grand tapis roulant océanique, qui est une espèce comme ça de courant marin qui met plusieurs centaines d'années ou milliers d'années à circuler, entre les zones arctiques et puis et le reste de la Terre, quoi. Donc voilà, il y a une modification chimique de l'eau qui induit une eau plus salée. Et cette eau plus salée, elle a une tendance à descendre et à s'enfoncer, quoi.
Voilà. Donc il y a des courants aussi bien en surface, des courants en profondeur Exactement. qui sont dus à la salinité. Et des courants verticaux qui font office d'intermédiaire, de cheminée, ouais. Ouais, entre ces courants Voilà. chauds et froids. Voilà. Et comme c'est dans un mouvement de vortex, c'est un mouvement de dynamisation naturelle aussi. C'est un mouvement sans doute de purification, c'est un mouvement de transmutation de certaines pollutions. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent là dans ce moment-là. Mais ça, c'est des choses que j'ai développées après quand j'ai travaillé sur le sérum de Quinton on met beaucoup en avant le sérum de Quinton. C'est donc un remède à base d'eau de mer qui n'a que des avantages par rapport au corps et à la santé. Et on met beaucoup en avant ses vertus comme étant liées à sa composition chimique en sels minéraux et ainsi de suite. Certes, c'est sûr, mais moi je table aussi que c'est une eau dynamisée naturelle en fait. C'est aussi parce que c'est une dynamisation naturelle. On a parlé de bain de Venise tout à l'heure. C'est une eau de mer qui a l'information de la dynamisation magnétique de la planète Terre. Voilà, par exemple. Bon, en tout cas, c'est la seule hypothèse que je vois pour expliquer pourquoi on a un tel flash lumineux Kirlian plus important autour de l'eau de Quinton par rapport à d'autres eaux, quoi. Oui, parce qu'elle est puisée à 30 mètres de profondeur et à 10 mètres au-dessus des fonds. Par rapport à ces colonnes, ces cheminées... Oui, ces colonnes d'eau, ouais. J'ai eu l'occasion, il y a longtemps de ça, de faire une émission sur justement le Gulf Stream, qui à l'heure actuelle est en train de se modifier avec la fonte des glaces, de l'eau douce, donc qui vient perturber justement la salinité de l'océan. Ça perturbe le circuit, ouais. Ouais. Et alors là, ça fait écho à un documentaire que j'ai vu à la télévision. Je ne sais plus combien de colonnes justement alimentent le Gulf Stream entre la surface et les profondeurs, mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup à l'heure actuelle qui permettent de faire cette liaison entre courant de surface et profondeur. Et si jamais effectivement il y a l'annulation de cette connexion entre surface et profondeur... ça fait un climat du Canada sur la côte européenne, côté Grande-Bretagne et France, quoi. Et pour le coup, ça viendra perturber tous les autres. Enfin, en chaîne, je veux dire, Oui, éventuellement, bien sûr. Mais du coup, avec un peu de chance, si ça revient tout perturbé, peut-être qu'en dans 30 ans, ça va pouvoir revenir à la normale. Oui, tout est possible. Tu vois, par effet domino, du coup, tu peux... faire le tour du pâté de maison et revenir. C'est ça, parce que si tu as un refroidissement, du coup, tu as les glaces qui vont plus fondre, donc elles vont se remettre, donc du coup, ça peut relancer le système. À moins de repartir dans une ère glaciaire. Oui, mais il faut voir ce qu'on entend par ère glaciaire. Oui, il y a petite grande. Voilà, et t'as les airs, je vois pas d'air glaciaire à 30 degrés de moins tout de suite. Par contre, un truc, on a un refroidissement de 2-3 degrés, ça c'est possible. Ouais. Donc, forcément, les tourbillons, on peut penser au Triskel, au fait que dans toutes les grandes traditions, quelles qu'elles soient, on retrouve cette notion de spirale. Oui, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué quand j'ai vu les Triskel, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si je voyais pour la première fois un Triskel. J'avais jamais percuté que c'était un vortex, ce symbole du Triskel. Que c'était un tourbillon qui tournait dans un certain sens. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Et pourtant, c'est le cas. Et en plus, éventuellement, c'est en 3, mais bon. Et en même temps, forcément, comment ne pas penser à la spirale de l'ADN? Oui, bien sûr, bien entendu. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça implique, justement, de toutes ces recherches que tu as pu mettre bout à bout et de ce fil conducteur, avec toujours cette notion de spiraler, que la spirale d'ADN soit dans ce mouvement ascendant ou descendant, je ne sais. Est-ce que ça t'a inspiré quelque chose? Pas plus que ça. C'est-à-dire, ça m'a conforté dans le fait qu'il y a quelque chose d'universel dans cette forme ou dans la façon dont la matière va s'auto-organiser. Je pense que c'est plus ça en fait. C'est que on est plus sur une rencontre entre une forme générique, ou en tout cas un mouvement générique, dans lequel se manifeste une capacité d'auto-organisation de la matière. Elle s'auto-organise et tendanciellement elle prend cette forme-là. Que ça soit l'arbre qui tourne sur lui-même quand il pousse, que ça soit l'ADN qui fait son mouvement. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe de façon universelle, quels que soient les niveaux de densité de la matière ou du réel, ou quels que soient aussi ses ordres de grandeur. Oui, tu mets l'exemple de la photographie des spins, où on voit ces particules qui partent comme ça en spirale. Il y a aussi autre chose, oui, on va parler des chakras forcément.
Les chakras donc sont des roues, on les appelle des roues, hein, c'est ce que ça veut dire je crois d'ailleurs en C'est ça, sanskrit. ouais. Hein. Donc roue spirale d'énergie, mais l'énergie de quelle énergie? Finalement on n'a parlé que de ça ce soir, je pense que c'est relativement clair, en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis le début, et de faire écho aussi au derviche tourneur. J'aime bien cette image de ces hommes qui, une main levée vers le ciel et une autre vers la terre, tournent sans pouvoir perdre l'équilibre. C'est ça qui est aussi incroyable. Donc sur cette notion de yin et yang, si le vivant ou cette énergie aurait tendance à prendre ce mouvement spiralé, forcément on parle d'énergie libre. Pour clore ce bouquin et de ce à quoi ça peut nous amener, Edgar Nazar, ingénieur français, 1946, avec sa fameuse colonne de 300 mètres de haut. Ou encore il y a William Baumgartner. Alors je connaissais pas du tout que ces machines, façon de parler, mais si tu peux nous en dire plus concernant cette idée de colonne, et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait tirer profit d'une énergie par rapport à l'air tourbillonnant. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs... de l'air qui est chauffé a tendance à s'élever. Donc si on pose, et si en plus l'air qui passe à travers un conduit, le conduit est étroit, ou est en tout cas large à une entrée et étroit au milieu, il y a un effet Venturi. Il y a un effet d'accélération du flux. Donc ce qui fait qu'en fait, il y a des ingénieurs français, Nazar le premier, qui ont proposé un modèle de faisons chauffer de l'air au ras du sol, sous une surface qui ressemble à une cheminée de type centrale atomique, hein, tout simplement, hein, mais qui serait plus long, plus effilé. Et donc l'air va s'engouffrer à l'intérieur, et ça va monter. Et donc on peut foutre des turbines au milieu qui vont tourner comme des pales d'hélicoptères au gré, comme des éoliennes horizontales, par rapport à cet air qui va monter, à cet air chaud qui va s'élever vers le ciel. Et donc si en plus on fait une synergie entre différents dispositifs qu'on sait être chacun optimisant, comme par exemple l'effet Venturi, ça va permettre d'accélérer, d'augmenter d'autant la puissance de cet air, et donc du coup le rendement des turbines qui seront présentes pour récupérer et convertir en électricité cet air qui s'élèvera. Alors, je ne sais lequel c'est, je crois que c'est William Baumgartner qui, à l'intérieur de sa colonne, avait donné des stries tourbillonnants, un peu comme à l'intérieur d'un pistolet, où la balle tourne en vrille pour accélérer. Mais c'est pour ça qu'il y a plein d'astuces possibles pour avancer là-dessus. Donc le projet de tour australienne qui fait plusieurs centaines de mètres de haut, bon elle est tombée à l'eau, hein, elle s'est pas faite, et elle ne s'est pas encore faite, et elle n'est pas partie pour se faire, hein, par des questions de financement, pour des questions de ci, pour des questions de ça. Ils avaient descendu leur concept à 300 mètres de haut pour le rendre plus faisable, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Il y a des projets dans les tuyaux en Europe, en France et en Europe ailleurs, de tours plus petites, 250 mètres à peu près, enfin voilà, des tours un peu plus petites. En fait, les tours aérogénératrices, si on veut prendre ce terme-là, c'est en Allemagne que c'est le plus développé, avec des cabinets de recherche, enfin des cabinets d'études, des bureaux d'études qui bossent spécifiquement là-dessus, et qui sont même en train de mettre en place un peu, non pas une installation pilote, mais plutôt une installation à taille réelle qui permettrait de continuer à éprouver le concept. Voilà. Mais bon, là, pour l'instant, les fonds alloués à la recherche en énergie renouvelable en Allemagne sont plutôt partis sur le projet Desertec, qui est celui de faire plein de kilomètres carrés de panneaux solaires au beau milieu du désert en Algérie. Et voilà, qui est un peu un projet pharaonique, mais qui a sa pertinence. Oui, mais pour le coup, pharaonique. Donc, voilà la seule différence. C'est vrai que fondamentalement, est-ce qu'on veut promouvoir un modèle centralisé de production d'énergie, ou est-ce qu'on veut plutôt cultiver des modèles décentralisés qui du coup ne deviennent pas dépendants du centre? Toute la question est là. Donc le vortex transformateur d'énergie. Donc ça fait en même temps écho au magnétisme, la planète Terre avec sa rotation et la gravité.
Alors, peut-être le dernier point de cette émission, c'est en 2005, il y a des chercheurs allemands menés par Popp, le spécialiste du rayonnement électromagnétique du vivant, on en revient au biophotons, qui sont parvenus à repérer les trajets lumineux sur le corps, des trajets lumineux sur le corps. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont croisé les biophotons avec la recherche des méridiens, et donc les résultats ont été positifs. En tout cas, ils ont observé des choses qui valident la... Ils ont injecté... Oui, ils ont utilisé ils ont stimulé avec des aiguilles d'acupuncture des points qui étaient soit situés sur un méridien, soit qui n'étaient pas situés sur un méridien. Et lorsque c'était situé sur un méridien, il y avait au fil des minutes plus de biophotons qui pouvaient être générés sur la ligne du méridien, alors que la façon dont les tissus pouvaient rayonner des biophotons était vachement plus diffuse et plus comme une nappe qui s'étendait doucement et qui ne suivait pas un trajet rectiligne quand on stimulait un point qui n'était pas sur un méridien. Voilà. Donc comment mettre en évidence les trajets des méridiens avec des techniques, via la mesure des biophotons. C'est ce qu'a fait Popp à l'époque. Ouais. Et il a obtenu le prix du prestigieux AIAA, donc l'Institut américain d'astronautique et d'aéronautique. Non, c'est pas Popp ça. C'est pas pour ça. Autant pour moi. Oui, c'est concernant une idée complètement folle, qui est pourtant est très proche, donc qui est la propulsion hyperspatiale. Donc cette idée de propulsion hyperspatiale a reçu, je le répète, le prix du prestigieux AIAA. Incroyable. Donc là, on parle carrément de partir dans d'autres dimensions, de changer de dimension. Oui, et donc c'est justement le chercheur que j'évoquais un peu plus tôt, qui a produit tous ses travaux en allemand et qui n'a jamais été traduit en anglais, qui commence à être traduit en anglais depuis la fin des années 80. Et donc l'AIAA dont on parlait, c'est l'Institut américain d'astronautique et d'aéronautique. Et donc, c'était en 2004-2005, là, ils ont salué les travaux de Burkhardt-Heim qui proposait, donc, premièrement, c'est lui qui propose l'unification des 4 forces fondamentales avec un espace en 6 dimensions et l'existence d'une nouvelle particule qui serait le gravitophoton. Bon, mais il y a plein d'autres théories qui proposent ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, en fait, dans l'interprétation de la physique quantique qu'il faisait, donc ce mec était handicapé, il avait eu les mains, il était handicapé, il était devenu aveugle, il avait plus de mains, parce qu'il avait fait des expériences quand il était ado avec des fusées, ça lui avait pété à la figure. Et donc il bossait tout dans sa tête, et il dictait les choses à des gens autour de lui. Donc c'était l'équivalent d'un calculateur ou d'un modélisateur génial dans sa façon de fonctionner, dans les années 50. Et donc Heim, dans ses équations et dans ses écrits, avait postulé des choses en termes d'équations, de résultats et de fiabilité de résultats jusqu'à certaines virgules qui ont été validées 15 ans plus tard par informatique. C'est-à-dire qu'il a énoncé des choses qui ont été validées après. Et c'est ça qui donne de la solidité aux thèses de Heim, en fait. Hein. C'est quand on a disposé d'ordinateurs assez puissants pour vérifier ce qu'il disait, et là on est tombé sur des calculs qui étaient justes, on tombait sur les mêmes résultats que ce que lui avait donné par son travail de mentalisation et de conceptualisation, quoi. Dans son travail d'élaboration théorique. Donc, il a proposé un système de champ magnétique particulièrement puissant, lancé en rotation, et à la vitesse où ça tournerait avec la force de ce champ magnétique, il y a des effets d'antigravité qui en résulteraient. Et c'est une antigravité qui se caractérise par le fait de glisser dans une autre dimension. Donc c'est pour ça qu'on est dans des logiques d'hyperespace ou de vol interdimensionnel et ainsi de suite, avec un champ qui tourne, un champ tournoyant, un champ magnétique tournoyant, qui fait glisser entre la 5e et la 6e, et pour revenir dans le réel, hop, on coupe le courant et ça s'arrête de tourner et on revient. Voilà. Donc il faut une puissance très importante en termes de champ magnétique, beaucoup d'énergie, mais vu ce qui a pu se faire dans certains labos américains dans la même période, dans les années 2005, 2006, 2007, c'est pas forcément impossible. Et peut-être que ça a déjà été fait d'ailleurs, c'est juste qu'on ne le sait pas. Maxence Laillé, pour ce livre que je vous recommande tous, j'espère que vous avez profité de cette émission. Aucun appel, donc j'imagine que vous avez reçu votre dose d'information. L'énergie secrète de l'univers. Maxence Laillé, Laillé, L-A-Y-E-T,
aux éditions Guy Trédaniel. Maxence, que te dire si ce n'est un grand merci vraiment de nous avoir accordé ce temps présentement pour nous faire part de toutes ces informations. Et je tiens à te féliciter sur ta pédagogie et le fait, parce que tu n'as pas de notes, faut le savoir, pour ceux et celles qui nous écoutent uniquement, il n'a pas de notes. Il a le livre, certes, mais en grande partie, c'est de mémoire qu'il nous donne tout ça. Donc pour dire déjà d'une part ton sérieux, et en même temps à quel point cela a infusé dans tes cellules, c'est magnifique. Donc un grand merci pour nous avoir retranscrit toute cette richesse qui est parcimonieuse, parce que le livre en contient beaucoup plus. J'ai sélectionné vraiment des trames, on va dire, importantes, pour essayer d'attiser votre curiosité. Je vous renvoie donc à ce livre, L'énergie secrète de l'univers. Maxence, ça sera pour une prochaine fois, je n'en doute pas. Merci beaucoup, Laurent. Je te souhaite vraiment une bonne continuation. Tes projets futurs, d'ailleurs? Ben écoute, là, il y a le livre sur Lakhovsky avec Brigitte Bouteiller qu'on est en train de finir. On est en train de relire les épreuves, là, actuellement, là, donc sur Lakhovsky, le génie des anneaux. Je suis aussi en train de traduire un livre de Hochmann, qui est un bouquin de référence sur tout ce qui est médecine énergétique et base scientifique. Donc là, il y a par exemple des choses comme la tenségrité qui sont abordées à l'intérieur. Donc la tenségrité, c'est la façon dont les structures gravitationnelles s'exercent dans un organisme ou dans une structure. Et donc ça explique, c'est comme il y a des pressions. L'idée, c'est qu'il y a des points d'équilibre par rapport aux différentes pressions, aux différents axes de pression qui peuvent s'exercer dans un organisme. Donc ça, c'est la tenségrité. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont expliquées à l'intérieur. C'est un bouquin exceptionnel, et donc je suis très 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 heureux d'être en train de réaliser la traduction de cet ouvrage, puisque enfin voilà, il n'existait pas en français. Quand je le lisais, les phrases en français coulaient toutes seules, et donc je suis très content de pouvoir faire la traduction de ce bouquin. Il y a aussi le documentaire avec Jean-Yves Billien sur l'électro-hypersensibilité, où on a donné la parole à des médecins qui battent en brèche le dogme officiel comme quoi c'est des troubles psychologiques qui sont à l'origine du problème, et aussi on a donné la parole à des électrosensibles qui sont sortis et qui expliquent comment. Donc voilà, c'est cette idée-là où rien n'est inéluctable. Voilà, ça c'est un premier aspect. Peut-être qu'avec le livre concernant la gravité et ce point d'équilibre, peut-être que tu vas réussir à donner les lettres de noblesse à l'astrologie. Peut-être, on va savoir. Mais c'est vrai qu'effectivement, du coup, tout récemment, là, j'ai acheté 5-6 bouquins de Charon, là, actuellement, pour continuer à bosser ça, enfin, en tout cas, pour rentrer dans sa pensée sur les éons, les électrons, et la façon dont il y a une physique des champs, de la conscience qui se pose et qui se développe. Je travaille aussi sur les éco-villages aussi actuellement. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses dans les tuyaux pour raconter. Enfin, toujours pareil, on vit dans une époque qui est assez passionnante, mais ce qui compte surtout, c'est de développer sa propre autonomie. Un email pour ceux et celles qui souhaiteraient te joindre, te poser des questions ou autre. Bien sûr. Donc Maxence, M-A-X-E-N-C-E, @layet, L-A-Y-E-T.com. Voilà, maxence@layet.com. On peut pas faire plus simple. Bon week-end, Maxence. Merci Laurent, bon week-end à toi aussi, et bon Isaac. Oui, exact, demain. Voilà. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de nuit, et je vous dis à vendredi prochain, 23h, pour un nouveau magazine Énergie Positive. Au revoir à tous. Positive, 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 au revoir à tous. Positive